La première question que je voulais vous poser, c'est par rapport à nos étudiants quand ils rentrent sur le terrain ou quand ils cherchent un emploi ou un stage. La difficulté, c'est de se repérer dans cette myriade d'organismes. Et voilà, si vous pouviez nous faire un résumé, déjà, enfin, donner des pistes en tout cas, et comment on se repère. Oui, absolument. Disons que c'est complexe. Mais maintenant, on peut tenir des bouts de fil de la pelote et trouver les solutions. Alors, pour tenir les bouts de la pelote, la première chose à avoir en tête, c'est de dire qu'en France, on a une culture des politiques catégorielles. On va désigner un organisme public, on va désigner des opérateurs pour répondre aux besoins de catégories précises des publics. Et on va mettre des dispositifs pour répondre aux besoins de différentes catégories des publics. La catégorie illettrée, entre guillemets, elle est née récemment. Elle est née en 1984 avec la naissance du groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, GPLI, qui était placé sous la tutelle du ministère du Travail. Alors c'est important de savoir, ministère du Travail, non pas aller chercher parce qu'il s'agit de lire et écrire côté éducation nationale. Déjà la première clé, c'est d'aller chercher côté ministère du Travail. Alors rapidement, pourquoi ministère du Travail? Parce que l'illettrisme s'est posé en termes d'éléments d'exclusion du monde du travail, qui est le signe de reconnaissance sociale entre les gens. Il n'y a que les rentiers qui ne se reconnaissent pas par le travail. Le reste, rapidement, on se dit, que faites-vous? Quand une jeune demoiselle veut présenter son compagnon à ses parents, la première question des parents, c'est que fait-il? Moi, je crois. Donc voilà, la première, c'est celle-là. Alors, maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts, et on est arrivé, dans les années 2000, à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ANLCI, donc qui est basée à Lyon, et dont le rôle est de coordonner les politiques nationales en matière de lutte contre l'illettrisme. Le rôle est d'outiller les acteurs, d'impulser la recherche pratique et la recherche universitaire éventuellement. Donc ce n'est pas une source de financement des actions, par exemple. Ça, il faut le comprendre. Quand on s'adresse à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ce n'est pas pour avoir des sous, ce n'est pas pour financer des actions, mais pour s'outiller, pour s'informer, pour mieux connaître les choses. Mais c'est important de connaître l'agence. Maintenant, qui est le principal opérateur financier de ces dispositifs? C'est l'État, parce que l'illettrisme est une compétence de l'État. Donc, ça n'a pas été décentralisé jusqu'à aujourd'hui, en 2014, janvier 2014. Cette mission n'a pas été décentralisée comme la formation professionnelle, comme vous le vivez, vous, dans le milieu universitaire, tout le débat sur la décentralisation des universités, la prise en charge des universités par les régions, comme les lycées qui ont été décentralisés. Donc, ça reste le ministère du Travail, toujours, qui finance la lutte contre l'illettrisme à travers une ligne budgétaire spécifique qui porte sur ce qu'on appelle aujourd'hui compétences clés. Donc vous voyez très bien, on est passé de l'illettrisme à compétences clés. Et les compétences clés comportent la réponse aux catégories en situation d'illettrisme. Premier opérateur, donc, c'est l'État, à travers le ministère du Travail et le dispositif compétences clés, qui est maintenant géré au niveau territorial par les directions régionales du ministère du Travail au niveau des régions. Deuxième principal opérateur, puisqu'on a dit que l'illettrisme est lié au milieu du travail, c'est les organismes chargés de la collecte des fonds de la formation professionnelle. C'est les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés. C'est les organismes qui collectent auprès des entreprises les fonds de la formation professionnelle et qui aident les entreprises à mettre en place de la formation professionnelle en direction des salariés. Ces OPCA, très rapidement, ont connu une réforme très importante et on est passé, je crois, de 150 à une trentaine aujourd'hui, elles ont été regroupées.
troisième principal opérateur de lutte contre l'illettrisme, proprement dit, c'est le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP. Alors, c'est quoi le FPSPP? Le FPSPP a été introduit, je n'ai pas la date exacte, je crois 2007 ou 2008, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel. L'accord national interprofessionnel ANI, c'est une grande conférence entre les différents partenaires sociaux. Ils se mettent d'accord sur des orientations globales en termes de la gestion de la main-d'œuvre, des salariés, des conditions du travail, etc. Et donc, tous les 3 à 4 ans, il y a un accord national interprofessionnel. L'accord national interprofessionnel a donné naissance au Fonds paritaire de sécurisation du parcours professionnel, et celui-là a dit, ah, effectivement, il y a un tiers de la population européenne qui est sous-qualifiée. Et parmi ce tiers de la population européenne sous-qualifiée, il y a des personnes en situation d'illettrisme, donc il faut donner des réponses spécifiques. Il a mis en place un dispositif spécifique de 300 millions d'euros, d'ailleurs qui s'est terminé en 2013, ce dispositif. Ça, c'est le gros opérateurs au niveau national. Maintenant, si on arrive au niveau territorial, on va trouver les régions. Prenons l'exemple ici en Île-de-France. La région Île-de-France n'a pas un dispositif spécifique du lutte contre l'illettrisme, mais elle a un dispositif d'insertion des jeunes ou de réinsertion des jeunes. Et dans ce dispositif, on répond à leurs besoins en développement de compétences, de savoir lire, écrire, calculer, se déplacer, accéder à l'utilisation des technologies de la communication, de l'information, etc. Donc, ça répond aussi à l'illettrisme. Toujours au niveau régional, il y a aussi les écoles de la deuxième chance. Les écoles de la deuxième chance qui sont fortement soutenues par l'Europe. Les écoles de la deuxième chance n'affichent pas lutte contre l'illettrisme, comme nous, hein, avec une grosse affiche contre l'illettrisme. Eux, ils parlent d'insertion des jeunes, d'insertion professionnelle. Et dans ce cadre-là, effectivement, ils répondent en partie aux besoins de savoir lire, écrire et communiquer des jeunes. Donc il y a des nuances. Ensuite, vous avez au niveau départemental. Au niveau départemental, vous savez très bien que dans le cadre de la décentralisation, les départements ont hérité de l'action sociale. Or, il y a aussi des personnes qui ne maîtrisent pas la communication, qui ne maîtrisent pas l'accès à Internet, qui ne peuvent pas utiliser un distributeur de billets auprès de leur banque. Il faut bien que ces personnes accèdent à cette compétence. Et donc, les conseils généraux, dans le cadre de l'action sociale, ont mis en place des actions de formation de base. Alors, ça peut être de l'illettrisme, ça peut être de l'alpha, ça peut être du FLE, mais il y a ces actions-là. Alors, ensuite, vous avez une myriade d'associations, d'organismes. Exemple, à Paris, nous avons Réussir à Paris, alors qui s'adresse aux jeunes décrocheurs, les jeunes qui décrochent du système scolaire, qui n'arrivent pas à contacter une mission locale pour les inscrire dans un dispositif. À Paris, il y a un dispositif qui leur permet de venir passer quelques heures à lire, écrire individuellement, apprendre individuellement. Tout ça, c'est une réponse à l'illettrisme. Parallèlement, il y a tout ce qui touche la population immigrée. Alors ça, toujours politique catégorielle, on a dit, vous voyez là, on les a séparés. Population immigrée, depuis un certain temps, depuis la naissance de l'Office français d'immigration et d'intégration, l'OFII, c'est une compétence du ministère de l'Intérieur. Avec deux volets. Alors, un volet, les signataires du contrat d'accueil d'intégration, c'est-à-dire les personnes primo-arrivantes qui vont s'installer en France, signent un contrat avec le préfet du territoire où elles veulent résider. Et ce contrat comporte notamment l'obligation de maîtriser la langue française. C'est vrai qu'on est passé de la notion du droit à la formation vers une notion d'obligation, mais ça c'est notre paire de manches, mais c'est une vraie question qui se pose. Et là, le niveau de maîtrise, entre guillemets, de la langue française, c'est le niveau du diplôme initial de langue française, le DILF, qui a été instauré en décembre 2008, à titre expérimental d'ailleurs.
toujours en direction de la population immigrée, toujours avec l'Office français d'immigration et d'intégration, il y a ce qu'on appelle les formations hors contrat d'accueil et d'intégration. Donc c'est les immigrés qui résident depuis un certain temps en France et qui veulent accéder, au bout d'un certain temps de vie, accéder à savoir lire, écrire, etc., pour aider leurs enfants à l'école. Donc il y a des actions. Mais des actions de formation linguistique, là. Ces actions, les enveloppes, à ma connaissance, ont été réduites quasiment de 75%. Dernier opérateur sur ces questions-là, c'est l'ACCES, l'Agence de la cohésion sociale. L'ACCES finance les cours d'alphabétisation de quartier, finance les associations de quartier. Voilà un peu schématiquement le panorama. Donc, concrètement, pour un étudiant qui veut s'intéresser à la question, c'est d'abord de se dire, est-ce que je veux travailler sur l'illettrisme ou sur l'alpha et le fleu? D'accord. Puisqu'il y a des politiques catégorielles. Pour pouvoir s'adresser à l'institution, à l'organisme, à la structure appropriée dans un premier temps. S'il veut travailler sur l'illettrisme, donc c'est plutôt, il va s'outiller auprès de l'agence, il va contacter les organismes qui opèrent au nom du ministère du Travail sur les territoires. S'il veut s'intéresser au fleu et à l'alpha, ben, il faut d'abord qu'il maîtrise le cadre commun européen de référence pour les langues, les CECR, c'est clair. Et ensuite, il va s'adresser aux organismes qui assurent la prestation dans le cadre des actions de l'Office français d'immigration et d'intégration. Voilà, pour schématiser un peu. Maintenant, si le jeune étudiant s'intéresse plutôt aux salariés, d'abord il faut qu'il tienne les deux bouts. Il faut qu'il maîtrise les référentiels compétences clés et les référentiels, le cadre commun européen de référence pour les langues. Puisque l'avantage avec les OPCA, et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, d'une manière générale, est parti sur la notion de besoin des salariés et non pas de dispositif. Et non pas de profil, est-ce qu'il y a un profil alpha ou fleu ou illettrisme. Le besoin du salarié, c'est de remplir un tableau double entrée, qu'il soit alpha ou fleu ou illettrisme. Il a droit d'y accéder. Ensuite, on mentionnera pour l'organisme qu'il est plutôt alpha pour qu'il choisisse les bonnes méthodes, pour qu'il choisisse les bonnes démarches. Et donc, ça, c'est l'avantage avec le fonds paritaire qui est parti sur la notion de besoin en compétences et non pas du profil initial des personnes. Voilà, un peu schématiquement les dispositifs et par quel bout il faut les prendre. Et qu'est-ce que vous leur conseilleriez, par exemple, à un étudiant qui est donc en master de FLE ou avec une option ou non illettrisme, ou voulant s'adresser à des publics en difficulté linguistique, quelle serait la meilleure pratique pour eux? Alors, si vous permettez, je vais avoir une petite réflexion de vieux combattant. La première chose, c'est d'abord de s'ouvrir soi-même des perspectives. Si je travaille sur le flux, il faut bien que j'aille regarder du côté de l'illettrisme. Que se passe-t-il? Il ne faut pas admettre cette logique catégorielle au niveau intellectuel. Au niveau intellectuel, il faut la dépasser. Les institutions de l'État fonctionnent comme ça, parce que c'est comme ça. Mais moi, en tant qu'étudiant, je travaille sur le fleu, la détective du fleu. Il faut que je regarde les gens qui travaillent sur l'illettrisme. Et je vais m'apercevoir qu'au-delà de l'aspect interculturel, au-delà des processus, de tout ce qu'on veut, et qu'on apprend une langue peut-être en se référant soi-même à la langue d'origine, acquise, etc., ben peut-être aussi que la personne en situation d'illettrisme a quelques mécanismes cognitifs qui ressembleraient à ça. Donc il faut que j'aille regarder, ça m'ouvre l'esprit d'une part, et puis d'autre part, et là où le fonds paritaire a été judicieux dans sa démarche, c'est que les personnes, qu'elles soient FLE ou alpha ou illettrisme, généralement vivent dans les mêmes lieux. En termes de compétences, ils peuvent avoir besoin des mêmes compétences. C'est la méthode qui va changer. C'est la méthodologie pédagogique, c'est la démarche
didactique qui va changer, et non pas l'essence même de la compétence. On a tous besoin d'écrire une lettre de réclamation parce que Darty nous énerve, il n'a pas pris en compte la garantie de la caméra. D'accord? Qu'on soit FLE ou alpha ou lettrisme. Bien sûr, si je prends une personne qui n'a jamais été scolarisée, et peut-être dans le processus d'acquisition de la compétence, je vais travailler avec elle peut-être plus la compréhension que la production de la lettre de réclamation. Et quelqu'un de FLE, par exemple, je ne sais pas moi, A2 ou qui va aller vers B2, hein, au regard du cadre commun de référence pour les langues, le cadre européen, oui, peut-être je vais travailler avec lui l'argumentaire à l'écrit. Et une personne en situation d'illettrisme, selon son degré, etc., soit qu'elle comprenne la lettre, soit que quelqu'un lui écrive et qu'elle la comprenne, et peut-être quelqu'un d'autre, il commence lui-même à mettre 2 ou 3 arguments. Donc, la compétence, tout le monde en a besoin. Et c'est important que les étudiants, s'ils travaillent sur l'illettrisme, qu'ils regardent ce qui se passe au niveau du FLE, et vice-versa. Ça, c'est moi le premier conseil que je donnerai aux étudiants. Le deuxième, c'est de ne pas se contenter de l'existant en termes pédagogiques. C'est de construire ces séquences pédagogiques ou ces modèles pédagogiques, à partir bien sûr de l'existant, mais en fonction de son public. Et moi je pense sincèrement que chaque séquence pédagogique devrait ressembler à une recherche-action. La moindre séquence à une recherche-action, il y a une part de co-construction. Et je pense que les personnes concernées apprennent plus vite quand elles sentent qu'elles co-construisent. Qu'elles sont impliquées dans le processus. Voilà un peu le premier conseil. Le deuxième conseil, moi je pense qu'il y a des travaux sociologiques qui ne sont pas dans le champ didactique ou pédagogique et sans lesquels on ne peut pas comprendre ces phénomènes-là. Je prends un exemple, les travaux de Claude Dubar sur la socialisation, par exemple. D'abord, c'est un exemple comme ça. Je prends un exemple, un travail un peu plus ancien de Bertrand Schwartz, Moderniser sans exclure. Puisqu'on n'est pas, il me semble, les étudiants qui travaillent sur le FLE actuellement ou sur l'illettrisme travaillent en termes d'intervention sociale. Donc il faut qu'ils comprennent aussi les questions sociologiques, économiques qui ont fait qu'on ait ce besoin-là ou que cette population apparaisse ou devienne l'objet d'intérêt. On ne peut pas se contenter uniquement de dire alors s'il a tel niveau, il va aller à tel niveau, c'est cette méthode-là que je vais utiliser, cet outil. Il faut que je comprenne aussi sa réalité économique, sa réalité psychologique, sa réalité sociale et interculturelle, bien sûr. Donc ça, c'est important, on ne peut pas... Et donc là, il y a beaucoup de travaux en marge des activités propres de l'université en termes de didactique ou pédagogique. Exemple, tout récemment, il y a une commission d'information de l'Assemblée nationale qui a travaillé sur les Chibani. Les Chibani, c'est les vieilles personnes qui ont été j'allais dire, ramenées d'Algérie, de Maroc, d'Algérie, un peu plus tard, du Mali, du Sénégal, etc., pour travailler dans l'automobile, pour travailler dans le bâtiment, dans les usines, dans les fonderies, dans les mines. Or, ces personnes, on les a recrutées parce qu'elles étaient analphabètes. C'était un choix de la part des employeurs. Aujourd'hui, ces personnes qui sont venues au début pour travailler 3 à 4 ans sont installées en France pour des raisons X ou Y. Elles vivent seules, généralement dans des chambres meublées. Et aujourd'hui, on dit, ah oui, mais ces personnes, on a du mal à les aider à faire leur dossier de sécurité sociale ou de retraite, etc. Mais on oublie qu'on ne leur a pas donné leur droit à l'époque, celui de la formation. On les a privés de ce droit-là. Donc la commission parlementaire s'est intéressée à ces gens-là. Elle a dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et parmi moi, j'étais auditionné avec l'EFT, donc la Fédération de formation des travailleurs immigrés, et on a convergé sur une chose en disant que, par exemple, ouvrir les espaces numériques publics à ces personnes-là pour qu'elles s'auto-forment. Et donc former les animateurs des espaces numériques publics pour qu'elles sachent accueillir ces personnes-là et leur donner les moyens d'accéder à un certain nombre d'informations ou à un certain nombre de connaissances. Et vous voyez là, on n'est pas du tout dans le champ pédagogique traditionnel et didactique, mais il y a d'autres champs sur lesquels il faut s'ouvrir pour qu'on puisse faire les choses.
L'autre champ, pour terminer sur cet aspect-là, par exemple, travailler sur la notion de prévention. Or, je sais très bien que cette question du décrochage scolaire, de l'échec scolaire, qui débouche sur l'illettrisme, il n'y a pas de formation universitaire sur la question. Les éducateurs sont un peu sensibilisés sur la question du décrochage scolaire, mais à l'université, il n'y a rien. Or, il me semble que ça serait intéressant que les jeunes étudiants qui sont en master s'intéressent à cette question-là et que peut-être s'interrogent sur est-ce qu'on pourrait trouver des démarches pédagogiques ou des méthodes pédagogiques qui répondraient au risque de l'échec scolaire de ces jeunes-là. Alors, il y a tout un champ là. Donc on n'est pas, vous voyez, on n'est pas dans le domaine propre de l'académique existant, mais d'ouvrir des perspectives à ce niveau-là. Parce que peut-être parce que la notion d'illettrisme aussi, elle change, elle se modifie, parce que les publics se diversifient, les problèmes se diversifient. Par exemple, ce dont on parle là du décrochage scolaire, c'est pas forcément que ce soit récent, mais enfin la visibilité est relativement récente, donc c'est peut-être pour ça que ce n'est pas présent à l'université. Alors, et il est clair, moi, quand il s'agit de jeunes sous main d'éducation nationale en âge de l'instruction obligatoire, je ne parle pas d'illettrisme, je parle de risque, je parle de prévention. On est dans la prévention. Donc on est dans la prévention. Effectivement, avant l'émergence de cette notion de prévention de l'illettrisme, on parlait plutôt d'aide au devoir. Oui. Alors qu'aujourd'hui, peut-être, les réponses ne sont pas seulement de l'aide au devoir, sur d'autres formes d'intervention auprès de ces jeunes, pour créer une nouvelle appétence. Et non pas atteindre uniquement ou combler des écarts par rapport à des référentiels. Et là, on n'est plus dans l'aide au devoir, mais on est plutôt dans la prévention de l'illettrisme, de l'échec scolaire, etc. Et ça change la perspective. Il y a peu de travaux dans ce domaine-là. Peut-être il y a un élément que j'ai oublié qui est très important. Il y a une corrélation entre illettrisme et pauvreté. Il y a une corrélation entre illettrisme et sous-qualification professionnelle. Elle n'est pas systématique, puisqu'on connaît des cadres en situation d'illettrisme. Peut-être pas le degré 1, 2, mais 3, 4, on en connaît. Et là aussi, l'autre champ important, c'est tout le champ de l'insertion par l'activité économique. Le champ de l'insertion par l'activité économique, qui lui-même faisant partie du champ de l'économie solidaire, dans ce champ-là, il y a une surreprésentation de la population en situation d'illettrisme. Tout comme d'ailleurs, pour avoir une idée sur ça, tout comme dans le milieu carcéral, par exemple. Alors on peut dire que l'exclusion est une forme d'enfermement, comme la prison. Quelqu'un qu'on exclut, en fin de compte, on l'enferme dans quelque chose. Et là, il y a une surreprésentation. Et là aussi, les populations analphabètes ou relevant du français langue étrangère ou en situation d'illettrisme se rencontrent. Elles sont dans ce dispositif. Elles sont de l'ordre de 18 à 25%, sinon plus. Là aussi, ce champ-là a besoin de regards frais des étudiants. Mais il faut que les étudiants s'y intéressent d'abord, à s'informer ce que c'est que ce champ-là, qui le fait. Il y a des réseaux, il y a des outils qui existent, notamment pour connaître d'abord ce champ-là de l'économie solidaire et de l'insertion par l'activité économique. Ils sont intéressés à la question des savoirs de base, que ce soit pour l'alpha, le flux, l'illettrisme. Ils ont des guides de repérage sur lesquels on travaille avec eux sur la boîte de guide, mais je pense, à ma connaissance, il manque d'outillage pédagogique pour répondre. Ils savent repérer aujourd'hui, mais ils ne savent pas former. Et ils n'ont pas les outils de formation. Et là, c'est un champ qui peut concerner les étudiants, que ce soit au niveau de leur recherche universitaire ou au niveau ensuite de débouchés professionnels. Ok, d'accord. Au niveau des outils là, un peu pratiques, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ou leur proposer? Alors, par exemple, l'un des premiers guides, c'est pas le tout premier, l'un des premiers guides qui a été travaillé avec l'insertion par l'activité économique. Ici et là, il a participé, moi j'ai animé le groupe de travail avec des encadrants techniques. Alors, rapidement, c'est quoi un encadrant technique? C'est un professionnel dans son domaine, du bâtiment, du jardinage, des espaces verts, de la plomberie, d'aide à la personne. Et
en grande partie, ou une partie de ces encadrants eux-mêmes ont des difficultés dans le rapport à l'écrit. Parce que généralement, c'est de bons professionnels, globalement des CAP ou des gens formés sur le tas, qui sont de très bons professionnels, mais qui ont travaillé dans des systèmes où l'écrit n'était pas prépondérant dans le travail. Donc, des groupes de travail où il y a ces encadrants techniques. Ensuite, dans ces groupes de travail, il y a ce qu'on appelle les conseillers d'insertion professionnelle. C'est plutôt un type de travailleurs sociaux. On les a réunis, voilà, en leur disant, voilà, vous avez des situations de travail, quelles sont-elles? Vous avez des publics, comment vous les définissez? Quels sont leurs rapports à l'écrit? Quels sont leurs rapports à la consigne? Quels sont leurs rapports aux mesures de sécurité? Quels sont leurs rapports à des calculs? Quand vous avez besoin de calculer, je ne sais pas moi, pour faire les trous, pour planter des arbres dans un jardin, vous avez besoin de calculs. Et à partir de ces situations-là, nous les avons aidés à établir des critères de repérage, une meilleure connaissance du public, et on leur a donné, on les a aidés à co-construire ensemble des ébauches de modèles pédagogiques à partir des situations de travail, des situations de communication réelle. Donc ça, c'est l'un des tout premiers qui date de 2004. Donc ça, moi, je pense que les étudiants qui veulent s'intéresser à l'insertion par l'activité économique devraient visiter celui-là parce qu'il y a les définitions qui sont très clairement identifiées, courtes, bien précises, et puis de vrais profils pédagogiques qui sont là avec des personnes telles que les acteurs de l'insertion par l'activité économique les connaissent. Voilà, ça c'est un exemple, l'un des tout premiers guides. Ensuite, alors, celui-là c'est plutôt destiné aux conseillers de mission locale, c'est-à-dire les gens qui se trouvent en amont ou en parallèle de la formation. Alors, les conseillers de mission locale, vous savez très bien que tout jeune, quand il veut accéder à un dispositif, pour y accéder, il passe par un conseiller de mission locale qui va suivre son parcours. Voilà. C'est un deuxième guide. Alors ensuite, tous ces guides-là, donc nous avons ici là participé à leur conception en tant qu'experts sur la question du letrisme. Alors là, c'est un guide en direction des conseillers handicap, ce qu'on appelle les CAP emploi. Les CAP emploi, c'est des structures étatiques conventionnées avec l'État pour suivre les personnes handicapées, soit demandeuses d'emploi, soit en situation de travail. Donc là, par exemple, ce guide, tout simplement, on a un peu repris les définitions stabilisées de tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc., parce que ça les concerne directement. Et puis un rappel sur l'ensemble du dispositif dont j'ai parlé, compétences clés, OFI, etc. Et puis on leur a donné, à partir de la situation de travail, comment ils peuvent créer de l'appétence à la formation auprès des personnes en situation d'illettrisme. Voilà des exemples de guides. Donc il y a un certain nombre de guides qui sont accessibles facilement, notamment sur le site pour l'Île-de-France de défimétier.fr, Défi Métier étant le centre d'animation régionale et d'information sur la formation. C'est une structure gérée conjointement par le conseil régional, les élus et l'État, le préfet, qui a pour vocation de fournir des informations sur la situation de l'emploi et particulièrement sur la formation.